la seule chose que peut développer un être, c'est sa conscience. Après, bon, il peut développer son corps, machin et tout, devenir très musclé, mais pour avancer dans sa vie, pour évoluer dans sa vie, le seul outil, c'est la conscience. Et pour moi, la maladie ou les problématiques sont les stigmates d'un manque de confiance et de conscience, d'un manque de prise de conscience de qui on est. Donc, c'est, comment dire, pour moi, la dimension thérapeutique, elle est très, très annexe. C'est je dirais que c'est souvent un prétexte qu'ont choisi les gens pour s'exprimer. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de se faire reconnaître par la souffrance que par le bonheur. Euh, Dans la souffrance, il y a comment dire, des étages. Tu as plus souffert que moi parce que toi, tu as ça, moi, j'ai moins souffert parce que j'ai ci. En revanche, dans le bonheur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dimension. On peut même mépriser quelqu'un parce qu'il est heureux. En revanche, jamais on va mépriser quelqu'un parce qu'il est souffrant. Donc, mais ça, je pense que c'est le phénomène social, c'est la société qui veut plus ça. C'est beaucoup plus facile d'être reconnu dans la douleur que dans le bonheur. Après, la relation masque et, on va dire, la portée thérapeutique, je l'ai constaté déjà pour moi, et je l'ai constaté en travaillant avec les publics dits en difficulté, où tout à coup se résolvaient des problématiques mais concrètes, physiques, euh, des, euh, des maladies qui disparaissaient. Ou si je peux citer un exemple, une personne qui était obèse, en état de souffrance incroyable, et qui avait ses deux enfants qui étaient dans le même état d'obésité. Donc, elle s'en voulait de ne pas avoir pu protéger ses enfants, et elle en voulait à son mari de les avoir quittés. Et pour elle, elle mettait tout, toute cette responsabilité, toute cette souffrance sur le mari. Et voilà, il était parti un jour, il les avait laissés tomber. Et donc, je lui ai dit, écoute, voilà, pareil, tu es responsable de tout, tu as tout choisi. Essaye de remonter à l'origine de ton parcours avec lui et pour te rendre compte que vraiment, tu le savais dès le départ. Dès le départ, tu savais que tu ne pouvais pas avoir confiance en ce mec. Et tu n'as pas voulu l'écouter. Et elle est arrivée, je ne sais plus, 2, 3 jours après, en larmes et tout. Elle me dit, oui, tu as raison, c'est vrai, tu as raison. Et en fait, elle venait de conscientiser que quand elle avait rencontré cet homme, c'était le premier homme voilà, qui la rendait heureuse au lit. Et donc, elle avait focalisé tout là-dessus et elle savait qu'il était alcoolique, elle savait que c'était un coureur, mais elle ne voulait pas le voir parce qu'il lui apportait son bonheur physique, donc il la comblait d'une certaine manière et elle refusait de voir le reste qui risquait tôt ou tard de remonter, de remonter à la surface et que, bon, soit il allait partir ou partir dans ses déviances alcooliques. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, enfin, ce qu'elle n'avait pas pu prévoir, c'était, comment dire, les dommages collatéraux à cette attitude. Le fait qu'elle en prenne conscience, le fait qu'elle l'accepte, et déjà, oui, autre chose importante, elle avait un cancer de la gorge et elle devait se faire l'opération, là, ouvrir la gorge. Et déjà, je lui dis, le premier jour, tu ne vas pas te faire opérer. C'est clair, tu ne vas pas être opéré. Elle me dit, c'est pas possible, j'ai rendez-vous avec le chirurgien, enfin, la semaine suivante du stage. Elle me dit, j'ai rendez-vous avec euh, le mec qui endort, là, je ne me souviens plus. L'anesthésiste. Pardon. L'anesthésiste. Le- L'anesthésiste. L'anesthésiste. Ouais, L'anesthésiste. mais je n'aime pas bien lui. L'anesthésiste. Et quand elle est allée voir l'anesthésiste, ils ont refait des tests pour justement son anesthésie. Et ils ont constaté que son état avait évolué de telle manière qu'elle n'était plus opérable. Donc, elle a pu refaire le stage, parce que à l'époque, les stages étaient en 2 fois 5 jours, espacés d'1 mois et demi, 2 mois dans le temps. Et à la deuxième semaine, elle est revenue, elle avait déjà perdu une dizaine de kilos, sans rien faire.
Je lui avais dit, écoute, mange ce que tu veux, tout ce que tu veux, fais-toi plaisir. Essaie juste de respecter les repas. Voilà, c'est tout ce que je te demande, fais-toi plaisir, mais au repas. Et elle fumait. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux fumer, continue. Moi, je m'en fous, hein, ton cancer, c'est pas un problème. Mais ce que je veux, c'est que ce soit tout le temps dans le plaisir. Identifie quelle est la cigarette plaisir. Vraiment. Si tu me dis qu'il y en a 30 par jour, fume-en 30. Mais sincèrement, regarde quelle est la cigarette plaisir. Elle l'a fait, elle m'a dit, il n'y en a plus qu'une. Ok, bon, bah, ok, voilà, fume ta cigarette plaisir. Point final. Au bout de 3 mois, elle avait perdu 30 kilos sans rien faire. Comment dire, ses enfants étaient en train de maigrir et elle n'avait, comment dire, il n'y avait eu aucune intervention extérieure. C'était juste elle qui avait fait ce travail d'acceptation, de conscience, et tout à coup, cette conscience avait, comment dire, s'était développée, comment dire, avait enflé, parce que bon, je vois toujours les choses en termes d'énergie qui gonflent, et elle avait pris dans cette énergie-là ses enfants sans leur expliquer quoi que ce soit, et tout à coup, ces enfants étaient, comment dire, réglaient peu à peu leur obésité. Alors après, on me dit, ouais, fabuleux, génial, machin et tout. Non, ce que je trouve fabuleux et génial, c'est la puissance des gens à se faire mal.